Il aurait aimé ça, en avoir de mon âge, ou plus jeune. Ça, il me le disait. Qui te le disait? Bob. Bob, c'est Robert Miller, un multimilliardaire québécois pour qui l'argent pouvait tout acheter. Il m'avait même dit à un moment donné qu'il aimerait ça avoir quelqu'un qui avait pas fait l'amour encore. J'y ai dit d'oublier ça. Pendant 12 ans, jusqu'en 2006, il payait en argent et en cadeaux des adolescentes pour avoir des rapports sexuels et les entraînait dans un sinistre engrenage, recruter toujours plus de jeunes filles. Donc, si tu me présentes une amie, je vais te donner 1000 $. 15 ans? 16 ans? Des maisons à Westmount et une suite dans un hôtel luxueux de Montréal loué à l'année pour y amener les jeunes filles. Un de ses employés m'avait dit « Je comprends pas pourquoi ça te dérange qu'il y ait des putes dans sa chambre. » Des putes? De quoi tu parles? Ce sont des enfants. Miller a toujours nié, le secret est resté enterré pendant des années jusqu'à aujourd'hui. Des femmes ont courageusement accepté de parler à nos journalistes Brigitte Noël et Pascal Turbide qui ont creusé cette affaire pendant des mois. C'est comme tu te sens toute salée, tu te sens toute sale, puis là, tu gardes ce souvenir-là toute ta vie. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. Une femme m'a appelé. Elle a dit, « Il paraît que vous êtes le détective le plus honnête que je pourrais trouver. » « 2006, Vermont, États-Unis. Avec son partenaire, un détective privé de Montréal va rencontrer une femme de Montréal dans un hôtel à Burlington. Elle nous a donné rendez-vous au Vermont. Elle a dit qu'elle avait trop peur d'aller à Montréal, qu'elle était terrifiée par son ex-mari. La cliente dit au détective qu'elle a des doutes sur la conduite sexuelle de son ex-mari. Elle avait vu des choses, du matériel pornographique, et elle disait avoir été horrifiée. Elle voulait qu'on surveille son mari pour découvrir ce qui se passait. John Westlake est devenu détective privé après 34 ans au service de la police de Montréal. Il n'en est pas à sa première enquête matrimoniale, mais rien ne pouvait le préparer à celle qu'il allait entreprendre. La cible de l'enquête n'est pas le premier venu. Il s'agit d'un homme d'affaires, alors président fondateur d'une multinationale basée à Montréal. Future Electronics appartient à Robert Miller. C'est l'un des plus gros distributeurs de composantes électroniques de la planète et une des sociétés les plus secrètes du Québec. Ses ventes atteignent 2 milliards de dollars par année. Elle emploie 5000 personnes dans le monde, dont 1500 à son siège social de Pointe-Claire, près de Montréal. Future Electronics et son fondateur font rarement les manchettes. Peu d'articles, peu de photos. Robert Miller est un homme très discret. Andy, is this a well-known company, Future Electronics? I'd never heard of it. Well, it's a private family-owned company, and to be honest, the main reason the company's been distinguished is that the fellow who owns it bought Charles Bronfman's house in Montreal, and at the time he had purchased the most expensive house in the country. That's Robert Miller, is the Robert CEO? Miller. Yeah, right. Selon le site Internet de Forbes, sa fortune s'élève aujourd'hui à près de 2 milliards de dollars américains. Il serait l'un des hommes les plus riches au Québec et même au Canada. Robert Miller a 2 jets privés, dont les allées et venues sont difficiles à retracer. Et l'image de sa luxueuse résidence de Westmount est brouillée sur Google Street View. Où sommes-nous en ce moment? À Westmount, sur l'avenue Wood. Une fois sur Sherbrooke, on tourne à droite. John Westlake nous guide dans les rues de ce quartier huppé de Montréal.
À gauche aux lumières, Nous refaisons avec lui l'un des trajets qu'il empruntait pour filer Robert Miller en 2006. c'est l'avenue Green. Lors de l'une des premières filatures, ils suivent la Mercedes de Robert Miller qui tourne ici. Dans 50 pieds, tourne dans le stationnement. Ce soir-là, les détectives voient Robert Miller entrer dans ce stationnement. On l'a vu entrer ici. On a cru qu'il allait au resto. Cette porte de garage s'est ouverte et hop, il est entré. Après, mes employés garés sur la rue Olivier l'ont vu sortir de cette maison, traverser la rue et entrer en face. Ça nous a pris par surprise, on a dû se réorganiser. La voiture de Robert Miller disparaît donc dans ce garage lié à cette maison qui lui appartient. Ce qui surprend, c'est qu'il sort ensuite par l'avant, traverse la rue et entre dans celle-ci, le 380 avenue Olivier. Non, elle était plus haut dans Westmount sur Summit Crescent. Robert Miller utilise donc 2 autres maisons à seulement 5 minutes en auto de son domicile. Les détectives organisent la surveillance de cette propriété. Après 3 ou 4 jours, mon équipe et moi étions stupéfaits par ce qui se passait. Tous les soirs, après 17-18 heures, on voyait des femmes entrer et sortir de la maison. On a vu le fonctionnement du système. Quand la lumière s'allumait, ça signifiait la venue de quelqu'un. Et là, un taxi arrivait, une fille en sortait, et elle rentrait dans la maison pour y passer un petit bout de temps. On s'inquiétait qu'il semblait y avoir des jeunes filles, je veux dire 15, 16, 17 ans. On ne savait pas. Selon leur rapport, les détectives surveillent pendant 3 semaines. 14 fois, ils observent des jeunes femmes entrer et sortir de la maison alors que Robert Miller est à l'intérieur. 19 jeunes femmes. Les détectives réussissent à en identifier quelques-unes, comme celle-ci dans la vingtaine. Mais la filature révèle aussi au moins une mineure de 17 ans. Clairement, il y avait des jeunes filles. 16-17 ans, je ne sais pas, mais elles avaient vraiment l'air jeunes. Que se passait-il dans cette maison? Quel âge avaient les autres jeunes filles? L'avocat de Robert Miller nous a dit que ce dernier n'est pas en mesure de nous accorder une entrevue. Il serait trop malade, au dernier stade de la maladie de Parkinson. Les réponses à nos questions vont donc devoir nous venir directement des femmes qui lui ont rendu visite, sur l'avenue Olivier ou ailleurs. On sait que les filles qui entraient sortaient toujours avec des sacs. Des cadeaux, c'est sûr. Il avait un entrepôt plein de vêtements dans l'ouest de l'île. On peut supposer que tous ces trucs venaient de là. En effet, les détectives observent Robert Miller et 7 jeunes femmes mettre un sac de hockey dans sa voiture à cet entrepôt de Pointe-Claire. Le contenu de ces sacs de hockey joue un rôle important dans cette histoire. Nous le découvrirons plus tard. Avenue Olivier, John Westlake et son équipe remarquent aussi d'autres hommes qui s'affairent autour des 2 maisons. C'est à ce moment-là que la situation se complique pour les détectives. Ils ont été repérés. Je me suis fait approcher par 2 membres de sa sécurité qui travaillaient directement pour lui. Nous nous sommes rencontrés dans un resto dans l'ouest de Montréal. Ils nous ont posé des questions genre « On sait que tu enquêtes sur notre patron. John, est-ce qu'on peut en parler? » Je leur ai dit que je n'avais pas grand-chose à dire. J'ai dit « Mais qu'est-ce que vous foutez ici? » J'ai mis fin à la rencontre et nous sommes partis. Entre-temps, lors d'une soirée entre amis, John Westlake s'aperçoit qu'il n'est pas le seul à connaître les secrets de Robert Miller. Il a dit « John, tu enquêtes sur Miller? » Après la pause, une suite à l'hôtel Intercontinental, où les filles se succèdent.
J'espérais voir au moins une fille pleurer pour pouvoir lui offrir mon aide. À la fin des années 90, Robert Miller fait venir des jeunes filles dans sa luxueuse suite à l'hôtel Intercontinental à Montréal. Une chambre qu'il a même fait modifier à ses frais. La voici, l'amie de John Westlake. Elle est revenue à Montréal à notre demande. Aujourd'hui, elle vit ailleurs, mais elle tenait à nous raconter ce qu'elle a vu ici à la fin des années 90. Je m'appelle Donna Loupret et j'étais directrice de la sécurité de l'hôtel Intercontinental à Montréal. On est responsable de la sécurité des clients et des employés. Elle revient à l'Intercontinental pour la première fois depuis longtemps. Elle entre dans la suite 2520 qu'elle reconnaît sans mal. C'est encore pareil. Et voici le bain. Le fameux bain. Le nom qu'on lui avait donné est dégoûtant. Comment vous l'appeliez? C'est assez vulgaire. Le fuck tub. Le bain de la baise. J'espérais voir au moins une fille pleurer pour pouvoir lui offrir mon aide. Nous sommes dans la chambre 2520. Cette chambre était louée par un homme. C'était en 1999, 7 ans avant ce que John Westlake a vu sur l'avenue Olivier. Monsieur Miller passait ici toutes les semaines, à peu près 4 ou 5 jours par semaine. Il ne passait jamais la nuit. Il ne dormait pas ici. Une chambre à 15 minutes de chez lui, qu'il louait à longueur d'année sans jamais y passer la nuit. Pourquoi venir à notre hôtel presque tous les jours, sans y dormir, s'il habite ici, à Montréal? C'est dérangeant. Je voulais savoir pourquoi. Robert Miller nous écrit qu'il louait la chambre pour avoir un endroit où se reposer. Il aurait aussi modifié le bain en raison de sa maladie. Monsieur Miller voulait une immense baignoire dans la salle de bain. Il l'a choisi, puis notre ingénieur l'a fait installer à ses frais. C'est en parlant à ses employés que la directrice de la sécurité de l'hôtel réalise qu'il se passe quelque chose. Mon équipe de nuit me livrait des comptes rendus. Donna, c'est terrible, ces filles sont si jeunes. Mais de quoi parlez-vous? Ils lui disent voir plusieurs jeunes femmes monter au 25e étage. À quelle fréquence passaient les filles? Elles étaient combien? Avec quel âge? Je ne pourrais pas te dire combien de filles par soir. Mais plus qu'une. Oui. J'ai vu quelques jeunes filles. Toutes semblables. Petites, pour la plupart cheveux foncés, de très jolies filles. Donna Loupret commence à comprendre le système Miller. Ce type, Raymond, il allait chercher les filles. Ou, j'en sais rien, mais il les ramenait à l'hôtel. Raymond, c'est cet homme, Raymond Poulet, un entremetteur qui travaille pour Robert Miller. Il occupait souvent cette autre suite au même étage. Il les amenait au 2500. Et de là, les filles étaient escortées ici. Après, elles retournaient à la chambre de M. Poulet. Ensuite, elles quittaient. Donna Loupret a parlé à Robert Miller une seule fois, au téléphone. Il se plaignait du personnel de l'hôtel qui dérangeait Raymond Poulet. Elle en profite pour lui poser une question. Monsieur Miller, ces filles ne sont pas un peu jeunes? Il m'a dit, oh non, vous ne comprenez pas, ce sont mes nièces. J'ai dit, vos nièces? Vous en avez des nièces? Puis il a raccroché. Ce que je ne comprends pas, c'est quand j'ai mentionné que les filles étaient jeunes, il ne m'a pas demandé ce que je voulais dire. Il le savait très bien. Malgré ses soupçons, Donna Loupret sent qu'elle a les mains liées. Les jeunes femmes qui visitent Robert Miller ne se sont jamais plaintes auprès de l'hôtel.
Comment appeler la police quand il n'y a pas de plainte? J'ai voulu le savoir, ça me chicotait, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? S'il n'y avait pas de plainte, c'est assez compliqué. Nous avons passé des mois à retracer des femmes qui auraient connu le système Miller. Nous avons découvert que l'affaire est plus vaste qu'on le croyait. Des femmes nous racontent leurs histoires qui se passent à plusieurs endroits entre 1994 et 2006. Plusieurs refusent d'aborder cette période de leur vie, d'autres disent avoir trop peur. Mais finalement, certaines sont prêtes à parler. J'étais une adolescente en fugue des centres jeunesse. Nous l'appellerons Jeanne parce que, comme toutes les victimes, elle n'a pas voulu être identifiée par peur des conséquences. J'ai rencontré Raymond Poulet, qui était le proxénète principal, à l'époque, pour Robert Miller. L'homme d'âge mûr couvre la jeune fille de cadeaux et de compliments. Là est venu le fait que j'étais comme plus belle que les autres, plus intelligente que les autres. Écoute, il allait m'offrir, dans le fond, la sécurité qui me manquait. Raymond Poulet dirige Jeanne vers une chambre d'hôtel louée par Robert Miller. Nous sommes en 1995. On savait pas du tout c'était qui au départ. Donc, il s'appelait Bob. Il n'y avait aucune photo de lui nulle part. On savait pas que Bob était Robert Miller. Jeanne parle au pluriel car elle n'était pas seule. Deux à la fois, c'est une des requêtes fréquentes de Robert Miller. Et le mystérieux milliardaire a d'autres exigences. Fallait se laver. La première fois, il a fallu que je me lave aussi devant lui. Puis, il fallait vraiment que tout soit bien propre. Je sais qu'il exigeait des filles, souvent qu'elles aillent chez le médecin, passer des tests de dépistage, des tests de sida, parce qu'il voulait pas utiliser de condom, mais il voulait s'assurer que la fille était pas malade. Jeanne dit qu'elle a eu des contacts sexuels avec Robert Miller à 2 reprises, à l'âge de 17 et 18 ans. Puis, elle est restée dans son orbite. Elle le décrit comme un homme ni violent, ni agressif, mais obsédé par la nouveauté. Robert, il aimait pas coucher avec les filles très longtemps. Donc, il fallait qu'il y ait une variété. Il y avait une date de péremption sur chacune des filles, puis il se tannait. Jeanne a côtoyé plusieurs jeunes filles qui rencontraient Miller grâce à Raymond Poulet. C'était pas que des mineurs, au départ, parce que, dans le fond, il se contentait de ce que Raymond pouvait fournir. Je sais que la demande est venue après. C'est quoi la plus jeune que tu as vue? Je suis assez certaine qu'elle avait 14 ans. Je suis assez certaine. Un 14 ans qui avait l'air vieille ou un comme... Non, c'était un 14 ans avec un baby face puis des petites boucles. Est-ce que ça se peut que Robert Miller ne savait pas que... C'est impossible. OK. C'est impossible qu'il savait pas. Que c'était des mineurs. Que c'était des mineurs. Celles qui nous ont confié leur récit nous disent avoir rencontré Robert Miller dans plusieurs grands hôtels montréalais. Ici. Et ici, à l'Intercontinental, l'hôtel où Donna Loupret travaillait. Un de ses employés m'avait dit « Je comprends pas pourquoi ça te dérange qu'il y ait des putes dans sa chambre. » Des putes? De quoi tu parles? Ce sont des enfants. Au début des années 2000, Robert Miller quitte les hôtels. C'est cette maison qui sera désormais au cœur de son système. Après la pause, des adolescentes couvertes de cadeaux. T'as les vêtements, t'as les bijoux. C'était ça. On remplissait des sacs de hockey. Ce qu'on voulait. On peut se demander pourquoi cette affaire est restée secrète aussi longtemps. Une partie de la réponse, c'est la honte des victimes d'avoir dit oui et d'en avoir entraîné d'autres. Voilà des mois que nous découvrons le système Miller en écoutant celles qui l'ont connu à plusieurs époques et dans plusieurs lieux. Au total, nous avons parlé à une dizaine de jeunes femmes. 6 disent avoir eu des relations sexuelles avec lui lorsqu'elles étaient mineures.
2 d'entre elles ont accepté de nous raconter en détail leurs expériences avec Robert Miller. Samantha et Sophie ne se connaissent pas. Elles étaient toutes les 2 mineures à la fin des années 90. On est monté dans sa chambre à lui. La chambre d'hôtel dont parle Sophie, c'est celle de l'entremetteur, Raymond Poulet. Il nous avait offert à boire. Il nous a commandé de la bouffe. Un filet mignon avec, je m'en rappelle, la sauce béarnaise. La première fois que je mangeais ça, c'était vraiment fancy. C'est wow! La vie des gens riches et célèbres. J'ai l'expression en anglais. He was grooming us. Il dit, je pourrais tellement te le présenter, puis il t'aimerait parce que t'es tellement la plus belle, puis la plus intelligente de toutes les filles que je connais. Puis il me répétait ça, puis il me répétait ça, puis il insistait. On m'a dit qu'on jaserait avec lui, qu'il était bien intelligent, qu'il connaissait plein de monde. On devrait peut-être, l'embrasser, de quoi de même. Mais j'en avais aucune idée. Moi, je faisais confiance. Puis après ça, il dit, tu pourrais peut-être juste comme prendre un bain. Puis là, je dis, un bain? Ouais, peut-être. J'ai décidé de dire, OK, je vais y aller. Mais je vais juste prendre mon bain avec lui. Il avait des dents blanches. Blanches. Il était propre, il était soigné, puis il avait l'air comme calme, très calme. Puis il m'a dirigé vers le salon, sur un divan. Pendant un long moment, il montre à Samantha des photos d'une jeune fille nue. Mais pour Sophie, il emploie une autre stratégie. Il y avait une de ses amies qui était une super modèle pour Victoria's Secret. Puis que c'était à cause de lui qu'elle était rendue là. Et qu'elle allait pouvoir m'aider à devenir une super modèle comme elle. Dans la suite, Sophie est accompagnée d'une amie, celle qui l'a recrutée. Mais Samantha, elle, est seule avec Robert Miller. Puis elle dit, OK, là, on va aller prendre notre bain. Il dit, je vais te laver, puis tu vas me laver. Là, j'ai fait, wow, OK, il va falloir que je le lave au complet. Là, je savais pas qu'il fallait que je le lave au complet, puis qu'il allait me laver au complet. Ouais. Aller plus loin que ce à quoi tu t'attendais. Ouais, excusez. Je n'en ai pas beaucoup parlé de ça, fait que... Fait que, il a commencé à me laver, partout. Même les organes génitaux et tout. Je dis, il va-tu comme me rentrer le doigt? C'est ça qu'il a fait. Il m'a lavé en me rentrant le doigt. Là, tu te dis, bon, c'est juste un bain, puis... Je pense que j'étais traumatisée, en fait. Fait que là, il a décidé de sortir du bain. Il a mis son peignoir blanc, puis il m'a dit, tu iras dans la chambre au coucher. Là, je suis couchée dans son lit. Là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire pour m'en sortir, là? Je suis piégée. Fait que là, il est arrivé et j'ai trouvé les mots pour lui dire je me sens pas bien, puis je serais peut-être pas capable de passer à autre chose. Robert Miller ne proteste pas et la laisse partir. Samantha avait 15 ans. Sophie, elle, 14. Est-ce qu'à un moment donné, tu as compris ce qu'il fallait que tu fasses? Ben oui.
Ouais. Puis la seule chose que je me disais, c'est toi qui t'es mis dans cette situation-là, fait que... Puis il nous a amenés dans la chambre après. Fait que c'est ça. On a eu une relation sexuelle, il s'est pas protégé. C'était vraiment... dégueulasse. Ouais. J'ai comme fermé mes yeux, puis j'ai essayé de penser à autre chose. Robert Miller aurait remis 1 000 $ à Sophie. Samantha dit avoir reçu 750 $ et les souvenirs qui vont avec. Mais là, tu dis, ça valait-tu vraiment la peine pour cet argent-là? Ah, vraiment pas. C'est comme tu te sens toute salée, tu te sens toute sale, puis là, tu gardes ce souvenir-là toute ta vie. Puis à qui tu peux en parler à cet âge-là, en plus? Je serais pas allée voir ma mère puis dire Hey, maman, je me sens vraiment pas bien. J'ai couché avec un vieux monsieur pour de l'argent, veux-tu m'aider? Qu'est-ce que t'as fait avec ton argent à cet âge-là? Je comprends que tu l'as caché, tu l'as dit, mais... J'ai acheté de la drogue, beaucoup d'alcool. Ouais. Je l'ai donné. Je pouvais pas ramener ça à la maison. Ma famille se serait posé des questions. Sur d'où ça vient, ça? Je passais à la presse. J'étais camelot, là. C'est pas en étant camelot qu'on fait 1000 piastres. Au tournant des années 2000, Robert Miller raffine sa méthode. Il s'éloigne de Raymond Poulet. C'est maintenant son bras droit, Sam Abrams, qui va gérer les rendez-vous avec les jeunes filles. Ces rencontres n'auront plus lieu dans les hôtels, mais plutôt ici, sur l'avenue Olivier, à Westmount. Une maison où personne n'habite, mais qui semble aménagée pour attirer les jeunes filles. Elles sont plusieurs à nous décrire le même parcours. D'abord, un verre d'alcool, du Baileys par exemple. Ensuite, la descente au sous-sol. Une autre jeune femme nous décrit la suite. Julia avait 17 ans à l'époque. On allait dans le sous-sol, puis tu choisissais, là. Il y avait des murs, des CD sur tous les murs. C'était un magasin pour nous autres. Tu sais, quand t'es jeune, là. Il y avait plein d'affaires de Victoria's Secret. C'était comme assez impressionnant. T'as les vêtements, t'as les bijoux. C'était ça. On remplissait des sacs de hockey. Ce qu'on voulait. Je me suis vraiment dit, Seigneur, il doit en avoir du monde pour avoir tout ce stock-là. Ensuite, c'est l'heure de monter au premier, là où se trouvent les chambres. C'est à cet étage qu'après avoir beaucoup reçu, les jeunes filles doivent maintenant donner. Passage obligé à la salle de bain, réservée aux jeunes filles. Elles doivent se laver longuement, se raser parfois. C'est la dernière étape avant la chambre de Robert Miller. Puis, il y avait les sex toys. Il nous faisait choisir ce qu'on voulait. Il ouvrait les boîtes. Et il aimait ça avec les deux filles. Puis à deux, on s'encourageait un petit peu mutuellement à être un peu plus fortes pour faire ça. Mais ça passait relativement vite. Avant de partir, Robert Miller leur remet des enveloppes avec beaucoup d'argent, entre 1 500 et 4 000 $ selon nos sources. Elle quitte ensuite avec le fameux sac de hockey rempli de cadeaux. C'est exactement ce que fait cette jeune femme, filmée par des détectives privés en 2006. On restait pas très longtemps non plus. Moins de 2 heures en général, on était partis. Moins de 2 heures, incluant des relations sexuelles complètes avec la plupart de celles à qui nous avons parlé. À ces allégations précises, l'avocat de Robert Miller répond ceci. Son client serait impuissant depuis plus de 20 ans. À preuve, cette lettre d'un médecin qui affirme connaître Robert Miller depuis 1996.
L'éminent neurologue y témoigne des difficultés érectiles très sévères de M. Miller, qui pourraient être dues à sa maladie de Parkinson. Selon nos sources, Robert Miller avait plusieurs favorites. À celle-là, il réserve le traitement royal. Voyage entre copines avec limousine et chauffeur, hôtels, boutiques et restos de luxe. La vie de star, tout frais payé, à 16 ou 17 ans. Mais à 14 ans seulement, Sophie n'a pas droit à ce genre de faveur. Robert Miller lui trouve une autre place dans son système. Voici ce qu'il lui propose. Que je pourrais me faire plus d'argent puis que je pourrais y amener des filles à la place. Lui, c'était vraiment mon ami, puis c'était lui qui allait prendre soin de moi. Mais donc, tout de suite, tu as compris que si tu voulais continuer à faire des sous, il fallait que tu ramènes d'autres filles. Oui. Qu'est-ce que ça changeait pour toi? Que je vais pas me taper le gros dégueulasse. D'habitude, quand on amenait une fille, c'était avec la fille qui avait des relations sexuelles, pas avec celle qui les avait amenées. Fait que c'est une grosse partie de la culpabilité que j'ai aujourd'hui. C'est quoi? D'avoir entraîné d'autres mondes là-dedans. Lui-même demandait aux jeunes filles de présenter des jeunes filles avec un montant d'argent au bout. Donc, si tu me présentes une amie, je vais te donner 1000 $. T'amenais des filles de quel âge à peu près? 15 ans, 16 ans. Est-ce que ça faisait partie de la commande? Il aurait aimé ça, en avoir de mon âge ou plus jeune. Ça, il me le disait. Qui te le disait? Bob. Il m'avait même dit à un moment donné qu'il aimerait ça avoir quelqu'un qui n'avait pas fait l'amour encore. J'ai dit d'oublier ça. Il t'a demandé que tu lui amènes une jeune fille vierge? Oui. L'avocat de Robert Miller soutient que son client n'a jamais eu de relation sexuelle avec une personne qui n'avait pas l'âge de consentement, c'est-à-dire 14 ans à l'époque. Le code criminel est pourtant clair. Tout rapport sexuel payé avec une mineure est un acte criminel. Plusieurs juristes nous le confirment, le consentement de la mineure est invalide parce qu'elle a été rémunérée. L'avocat de Robert Miller conclut sa lettre ainsi. Il n'y a tout simplement pas de victime dans cette affaire, hormis mon client si vous décidez de diffuser ces allégations fausses et diffamatoires. Il n'y en avait rien à faire de moi. Il voulait pas être mon ami, puis il voulait pas m'aider dans la vie, puis tout ce qu'il voulait, c'était avoir des filles pour lui. Que ce soit moi ou une autre, ou n'importe quelle autre, ça change absolument rien. Je pense pas qu'il s'est demandé une fois c'est quoi que ça allait être, l'impact sur nous. Pas une fois. Au retour, la police va enfin s'en mêler, mais ça va mal se passer pour les victimes. Je me suis sentie comme une merde totale. Comment se termine cette histoire que nous vous révélons enfin par une enquête policière? Mais Robert Miller n'a pas dit son dernier mot. Nous sommes en 2006. Le détective privé John Westlake et son partenaire se présentent dans un steakhouse de Ville d'Anjou. Ils sont convoqués, encore une fois, par les responsables de la sécurité de Robert Miller. Les deux hommes cherchent à savoir ce que contient le fameux rapport de filature. C'est leur troisième tentative et ils vont droit au but. Ils ont dit, on vous fait une offre. Vous allez nous faire une offre? Vraiment? C'est quoi? Steve Roberts a dit,
300 000 $ si vous mettez fin à l'enquête et que vous nous remettez ce que vous avez. 300 000 $ chacun pour cesser d'enquêter sur leurs clients. John Westlake et son partenaire André Savard se lèvent de table et quittent le restaurant. André et moi, on est allés directement à la police pour leur dire ce qui s'était passé. On leur a présenté nos rapports et on a dit qu'on ne pouvait rien faire de plus. On ne pouvait pas les arrêter. Mais on peut vous donner tout ce qu'on a. La police de Montréal lance une enquête. Sans hésiter, Donna Loupret accepte de collaborer. Les enquêteurs m'ont rendu visite. Ils ont filmé mon témoignage. Et je me suis dit, oh, finalement, ça va arrêter. Il va arrêter. En 2009, les policiers débarquent au siège social de Future Electronics avec un mandat de perquisition. Selon nos sources, la cible est NCIS, l'entreprise des responsables de la sécurité de Robert Miller. Leurs bureaux sont à la même adresse. La même année, Robert Miller est convoqué au poste de police. Il est pris en photo avec ses acolytes pour permettre aux victimes de les identifier. Ces photos, nous les avons obtenues. D'abord, un Robert Miller visiblement contrarié. Puis, Terry Corcoran et l'ex-policier Stephen Roberts, les deux détectives privés qui travaillent pour lui. Et Raymond Poulet, l'entremetteur. Sur LinkedIn, il a aussi un autre titre, conseiller personnel du président chez Future Electronics. Finalement, Sam Abrams, le point de contact avec les jeunes filles. Son poste officiel, vice-président directeur chez Future. J'étais seule à la maison le soir et ça cogne à la porte chez moi et je vois que ce sont des policiers. Les enquêteurs ont des questions à poser aux présumées victimes de Robert Miller et Sophie sent qu'elle n'a pas le choix de répondre. Ils voulaient que je leur parle de Bob puis tout ça. Sinon, ils allaient m'arrêter. Moi. Pour avoir tenu un réseau de prostitution juvénile. À 14 ans et 15 oui, ans. Exactement. Au moment de l'enquête, Sophie travaille depuis plusieurs années. Elle a fait de longues études et laissé son passé derrière elle. Rien de tout ça ne semble ébranler les policiers. Puis que on s'en fout de l'âge que j'avais, que je serais juge en adulte, que j'aurais des peines d'adulte, puis que c'est ça, là. Dans le fond, moi, ma carrière, c'est pas grave. J'étais complètement flabbergastée. Fait que j'ai compris que j'avais pas trop le choix de collaborer avec eux. Je me suis sentie comme une merde totale. Comme si, dans le fond, là, tout ça, c'était tout de ma faute à moi. Ils nous ont presque traités comme des criminels. Ils sont venus chez nous, puis il fallait faire des empreintes digitales, prendre nos photos, profil, face. On est des victimes là-dedans. Donc, quand t'agis comme ça avec des victimes, c'est hyper intimidant. Moi, j'ai rien raconté. Ou peu. Parce que t'avais peur? Moi, j'avais peur. J'avais vraiment peur. Jeanne s'inquiète parce qu'un homme qu'elle connaît à peine l'accompagne au poste de police. Il fait la même chose avec plusieurs autres jeunes femmes. Robert avait fourni un avocat aux filles, puis c'était le même avocat pour toutes les filles. Puis, il nous suivait dans la salle d'interrogation. Son rôle à cet avocat-là, c'était quoi? Son rôle, d'après moi, c'était de s'assurer qu'on parle pas. Sophie, elle, a tout déballé. Mais ce ne sera pas suffisant. Personne ne sera accusé de quoi que ce soit dans cette affaire. On m'a jamais tenu au courant de ce qui se passait. Il y a personne qui m'a appelé, à part pour me dire qu'il n'y aurait pas d'accusation de portée. On a appris que le dossier d'enquête a traîné quelques années sur le bureau du procureur. Il n'y a jamais eu de procédure, mais ils nous l'ont jamais dit.
Je ne comprenais pas. Je suis peut-être naïve, mais je suis du genre à croire que si tu enfreins la loi, tu dois payer pour ça. Comme je ne comprenais pas. Alors j'ai dit au détective, et ça je m'en souviens, quand vous trouverez un procureur qui a des couilles, rappelez-moi. Parlons d'appel. Nous contactons ceux qui sont soupçonnés d'avoir aidé Robert Miller à bâtir son système. Est-ce que je peux parler à Raymond Poulet, s'il vous plaît? Oui, c'est bon. Raymond Poulet refuse notre demande d'entrevue. Je ne souhaite pas vous rencontrer parce que je suis pas au courant de ce que vous parlez. Bonjour, ici Terry Corcoran de NCIS. Nous avons aussi appelé les détectives de Robert Miller. Veuillez laisser un message, je vais vous rappeler aussitôt que possible. C'est un avocat qui nous a répondu par écrit. Il nie vigoureusement les allégations contre Terry Corcoran, Stephen Roberts et NCIS. Hello? Oui, bonjour. Est-ce que je peux parler à Sam Abrams? Moi-même. Nous avons aussi rejoint Sam Abrams au bureau de Future Electronics. We're doing a story about a system in which underage girls for lots of years were paid for sex by Mr. Miller through you and other people. Okay. Let me speak to Mr. Miller. Monsieur Abrams ne nous a pas rappelé. Quant à Robert Miller, il qualifie l'ensemble des allégations de fausses et malicieuses. Et il rappelle que l'enquête criminelle a été fermée sans qu'aucune accusation ne soit déposée. Moi, je pense que ce réseau-là, il y avait juste un client, puis c'était lui. Je vois pas comment il peut pas être à la tête de ça, là. Mais pourquoi personne n'a parlé avant maintenant? Ça fait 20 ans et plus. La plupart des filles qu'il rencontrait savaient pas c'était qui, lui. Donc c'est difficile à ce moment-là d'aller porter plainte contre quelqu'un qu'on sait même pas c'est qui. 25 ans plus tard, malgré tout ce qu'on sait maintenant sur le consentement, la manipulation, les pièges tendus à des jeunes filles mineures, malgré MeToo aussi, Sophie continue de s'en vouloir. Dans ma tête, je le sais que je pouvais pas vraiment consentir à quoi que ce soit à cet âge-là. Mais je me suis mis dans cette position-là tout seul. Il y a pas personne qui m'a forcé. C'est quand même un feeling que j'ai tout le temps, là. Tu sais qu'il y a peut-être une partie des auditeurs qui vont dire ils ont été rémunérés, tu sais. Ils auraient pu arrêter, ils auraient pu s'en sortir. À un certain point, je suis quasiment d'accord, moi aussi. C'est un peu la même affaire que quelqu'un qui dit ouais, mais regarde, elle portait une jupe courte, tu sais. Mais si c'est ça que les auditeurs veulent penser, j'espère qu'ils n'ont pas de filles. Ceux qui pensent ça. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux autres filles qui sont peut-être en train d'écouter l'émission à la maison puis qui ont vécu la même chose que toi puis qui ont peur de parler? Ah, dénoncez-le. Dénoncez-le. Portez plainte. Bob, c'est Robert Miller. On a demandé des entrevues au SPVM et au directeur des poursuites criminelles et pénales qui n'ont pas souhaité s'exprimer, mais qui promettent d'examiner attentivement toute nouvelle information dans ce dossier, qu'on va évidemment suivre de près. C'est tout pour nous. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre enquête.